Bonjour Monsieur Lévy de Paris, à vous qui êtes à New York. Bonjour Monsieur Cavada. J'ai vu plusieurs de vos déclarations s'agissant du comportement, de l'attitude des GAFA. Je voudrais savoir ce qu'elles vous inspirent dans plusieurs domaines. Et le premier de ces domaines, c'est notamment le comportement vis-à-vis des créateurs de contenu et en ce qui concerne votre secteur de travail, les auteurs. Qu'est-ce que vous inspire le comportement des plateformes? Je crois que les plateformes ont réussi, dès leur création, à imposer un modèle économique qui aurait été absolument inconcevable jusque-là, qui est celui en fait de faire croire au public à la gratuité d'un service. Et là où les plateformes ont été absolument géniales de perversité et de malignité, c'est qu'en réalité, la gratuité n'était absolument pas pour les utilisateurs, la gratuité était pour ces diffuseurs de contenu, puisqu'ils se servaient gratuitement d'un contenu dont ils ne payaient jamais les droits, et en même temps, ils pompaient en permanence les informations sur la vie privée des utilisateurs qu'ils monétisaient en la revendant à des fins de traquage publicitaire. Et c'est l'invention de ce modèle économique qui a consisté en fait à littéralement escroquer, si je puis dire, même si je mettrais le mot entre guillemets et que je le prononcerais dans une forme, mais littéralement ponctionner les uns et ponctionner les autres, qui a permis d'ailleurs à ces GAFA de devenir ces gigantesques monstres économiques et puissances économiques. Évidemment, comment vous dire, si votre service, enfin, vous voyez, si vous ne payez ni en amont ni en aval, vous ne pouvez que vous enrichir. Donc, alors voilà, ça c'est la première chose. Donc, je pense que c'est un des plus grands, pour moi, détournements de fond de l'histoire de l'humanité. Et donc, j'en pense pas du bien. Alors, évidemment, au bout d'un moment, les acteurs, la reproduction de ces contenus sans rémunération a énormément affecté, à mon sens, la presse et d'une autre façon, la production audiovisuelle. Et puis, bon, au bout d'un moment, il y a quand même eu un réveil de conscience et une levée de bouclier qui a imposé. Je vous rappelle qu'à un moment, Google avait le projet de numériser tous les livres et de les mettre à disposition au nom de la connaissance universelle. Il a fallu heureusement que les éditeurs et les auteurs se réveillent et leur disent et les attaquent. Mais pour eux, ils étaient décidés à y aller parce que. Vous venez de faire allusion aussi à la presse tout à l'heure. C'est un deuxième secteur qui concerne, je dirais, la fabrication des contenus et leur rémunération, qui sont à peu près à la même sauce que les auteurs de création artistique dont vous êtes. La presse, en Europe, vous le savez, une réglementation a été édictée en vigueur depuis fin mai 2018 qui oblige comment dirais-je, les GAFA et en tout cas toutes les plateformes du monde à respecter un certain nombre de règles concernant le pompage des données personnelles auxquelles vous avez fait allusion. Je vais y revenir tout à l'heure. S'agissant de la presse, depuis 2019, une loi, une directive européenne, oblige les plateformes à négocier de bonne foi avec les organisations de presse. Avez-vous un jugement sur cette affaire ou une observation que vous voudriez faire connaître? Pour toute la durée de cette interview, je préfère vous dire tout de suite, moi je n'ai pas de jugement. C'est-à-dire que ça n'est pas dans ma nature de porter des jugements. J'ai des opinions et des idées que j'adore partager et que j'adore remettre en cause parce que je n'ai jamais eu peur de dire que je m'étais trompé quand je me trompe. Ou de dire que je ne sais pas quand je ne sais pas. Donc, va pour l'opinion. Je pense que le comportement de ces plateformes
est dépourvue, a priori, n'agissent ou ne réagissent que quand elles sont contraintes. Et pour moi, le meilleur exemple de comportement extrêmement dommageable à la société, c'est Facebook. Il n'est pratiquement pas de semaine sans que Facebook se fasse prendre la main dans le sac en pleine, je dirais en plein crime. Je lisais encore ce matin dans le Guardian que Facebook s'apprêtait en Inde à fermer une quantité importante de faux comptes d'utilisateurs jusqu'au moment où des informations leur sont parvenues, leur indiquant que ces faux comptes appartenaient à une personnalité politique en vue d'être réélu, et immédiatement Facebook a maintenu ces faux comptes parce que il n'y a pas plus, je dirais, raciste, ségrégationniste et misogyne que Facebook, dont je rappelle que sur Instagram, un homme peut poser torse nu, mais une femme ne le peut pas. Vous voyez ce que je veux dire, on est en 2021. Et donc Facebook a un traitement pour le peuple dont nous faisons partie et réserve un traitement aux élites pour négocier du pouvoir, des droits. Oui. Donc, je ne crois pas, si vous voulez, aujourd'hui, je serais ravi un jour de vous dire qu'est-ce que les choses ont changé et quelle merveilleuse prise de conscience, et on a vraiment assisté à un bouleversement dans les mentalités. Mais je ne crois pas du tout aujourd'hui à la moralité intrinsèque de ces entreprises qui sont des machines à profit et qui ne reculeront devant rien pour assurer leur hégémonie et leur profit. Ça, j'en ai... et pour moi, et Facebook me le prouve chaque jour de par ses comportements. Chaque fois que Zuckerberg a eu la possibilité d'agir pour le bien, il a agi pour le mal avec une excuse d'une hypocrisie qui frisait l'insulte pour les gens qui l'entendaient, tellement il prend les gens pour des abrutis. Et à chaque fois, il a agi pour ses intérêts et jamais pour les intérêts de la société, de la démocratie et encore moins de l'humanité. Donc, les lois européennes, pour répondre à votre question, elles sont absolument nécessaires. Et regardez, je reprends encore l'exemple de Facebook, je crois que c'est en Australie, me semble-t-il. Oui, c'est en Australie. Où le gouvernement australien a proposé l'application de ces mêmes lois, et immédiatement la réponse de Zuckerberg a été de censurer toute diffusion et de couper le robinet immédiatement, jusqu'à ce que l'information sur son comportement lui porte un tel préjudice et que tout à coup il fasse demi-tour, contraint et forcé, parce que l'image de marque de Facebook s'envoyait plus gravement entachée que les profits qu'il allait perdre. Donc c'est pour vous dire que voilà, je ne crois. Le jour où, alors je vais faire un schéma de politique fiction, mais je crois que le jour où, pour tous les délits commis par Facebook depuis son existence, le vrai scandale Facebook éclatera, et le jour où Zuckerberg sera personnellement condamné, que ça soit lui-même à des peines financières très lourdes, à une saisie de ses avoirs ou à de la prison, alors ce jour-là, la mentalité des GAFA changera, parce que ce jour-là, elles cesseront de se croire impunies. Et tant qu'elles vivent dans cette impunité, il n'y aura pas de limite. Marc Lévy, vous vivez dans un pays où il est en train, vu d'Europe, de se passer quelque chose. Vous allez me le confirmer. En 2020 et jusqu'à il y a 15 jours, les patrons des principales firmes GAFA, c'est-à-dire Google, c'est-à-dire parfois Apple, c'est-à-dire de toute façon Facebook à chaque fois, et même Jack Dorsey avec Twitter, ont comparu dans des auditions parlementaires, tantôt dans la Chambre des représentants, tantôt au Sénat et maintenant au Congrès. On a le sentiment que l'administration Biden, dont je pensais qu'elle serait d'abord américaine avant d'être différente, il était en tout cas prudent de le penser. On a l'impression que l'administration Biden, si l'on en juge par le comportement de la FTC, l'autorité de la concurrence, a l'intention de s'attaquer au monopole de ces entreprises hypercapitalistes. Est-ce que vous voyez se lever dans le pays, sous des formes différentes, cette protestation dont nous parlons, vous et moi, actuellement? Je ne vous dirai pas suffisamment parce que
Facebook, la première, a très bien compris, ça n'est pas pour rien que en anglais, on appelle les clients des réseaux sociaux des utilisateurs, des users. Les users. Voilà. Et vous savez, il y a que deux domaines dans lesquels on appelle des clients des utilisateurs, hein, la drogue et les réseaux sociaux. Et ça n'est pas pour rien, je le crois. Et donc, si vous voulez, il y a bien sûr qu'il y a un aveuglement massif, très majoritaire des gens qui ont cette apparence de gratuité et qui finalement, pour un service rendu, ne comprennent pas le véritable usage de leurs données personnelles ou des données personnelles de leurs enfants et de leur famille. Et ils ne comprennent pas les risques encourus sur leur vie professionnelle et d'une manière générale sur leur vie tout court. Ils ne savent pas que ces données personnelles sont accessibles au tout venant à toute entreprise qui les paye et qui, par les biais des filiales et des rachats et de l'opacité de ces rachats de données, bref, les gens ne se rendent pas du tout compte de ça. Il y a une chose dont l'Amérique a été témoin, la responsabilité de Twitter et la responsabilité de Facebook, et Twitter est aussi coupable que Facebook, parce que Twitter, c'est quand même le réseau social des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que Twitter, l'algorithme de Twitter, c'est de fabriquer et de générer de l'angoisse sociétale et de rendre les utilisateurs accros à cette angoisse. Moi, j'ai arrêté, vous voyez, je crois que j'ai 80 000 followers sur Twitter, ce qui vous fait une belle jambe, parce que finalement, vous vous rendez compte quand même que dans votre cuisine, vous êtes toujours tout seul à 2, à 3 ou à 4. Hein. Mais il y a eu un moment où je m'informais via Twitter, et je vous l'assure, je me suis rendu compte de l'effet anxiogène de Twitter. C'est incroyable. C'est-à-dire que il faut appeler un chat un chat. Si vous prenez, comment vous dire, si vous buvez 15 tasses de café par jour, la majorité des gens, il y en a certains qui résistent à ça, ils ont de la chance. Moi, j'aime beaucoup le café, mais la majorité des gens vont vous dire j'ai de la tachycardie, je me sens pas bien. L'usage de Twitter, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une. Bref, mais une caféine numérique. Plus que ça, c'est une drogue, nocive, vraiment, avec un algorithme dont on voit que l'algorithme travaille. Je me suis rendu compte que j'ai fait cette étude pendant que j'écrivais la série 9. En 3 ans, je n'ai jamais vu une bonne nouvelle sur mon fil d'actualité Twitter. Jamais une bonne nouvelle. C'est extraordinaire. Et Twitter a parfaitement déterminé ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et c'est très intéressant parce que ça répond à la question que vous m'avez posée sur pourquoi le législateur américain se penche aujourd'hui sur le monopole de ces entreprises. Twitter, en 4 ans, n'a jamais diffusé sur mon fil d'actualité une information positive sur ce que je n'aime pas. C'est-à-dire, jamais sur Twitter, je n'ai eu la possibilité de modérer mon opinion, de la réviser ou de l'enrichir par quelque chose qui viendrait contredire un a priori ou une perception. Au contraire, l'algorithme de Twitter n'a fait que nourrir et amplifier vous voyez, mon opinion sur un sujet. Et donc, comment vous dire, j'ai vécu l'expérience moi-même de ce que l'on a appelé la fracture de la société américaine et de la division de la société américaine et du rôle extraordinairement nocif qu'ont joué Twitter, parce qu'il ne faut pas que taper sur Facebook, Twitter et Facebook. Jack Dorsey est peut-être plus intelligent, je le crois, que Zuckerberg, et donc humainement plus intelligent, c'est-à-dire qu'il a une compréhension de l'être humain. Je pense que Zuckerberg n'a aucune compréhension de ce qu'est un être humain. Enfin, il a un génie des masses puisqu'il a réussi ce succès-là, mais bon, je pense que Dorsey est probablement plus malin, et donc au dernier moment, il a déplugué le compte de Trump en se disant ça va me servir. Mais
il ne faut surtout pas oublier que s'il a déplangué le compte de Trump au dernier moment, il a été celui qui a alimenté la haine et la détestation de l'autre dans la société américaine et qui a amené à cette situation tragique que nous avons vécue dans la plus grande démocratie du monde après les élections, jusqu'à la tentative de coup d'État du 6 janvier, et qui a fait 5 morts, et qui continue aujourd'hui de faire énormément de dégâts dans la société américaine et qui continue de porter atteinte. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est très important, ce à quoi s'attaquent les législateurs, le constat est là. Sans la formidable chambre d'écho à mensonges qu'ont été Twitter et Facebook pendant ces 4 années, sans les privilèges d'un système à 2 niveaux accordés aux politiques, sans ce système des castes réinventé et remis au goût du jour par les grands réseaux sociaux que sont Twitter et Facebook, aujourd'hui, 70 millions d'Américains ou 50 millions d'Américains ne douteraient pas de la légitimité des élections. Or, quand 50 millions d'Américains doutent de la légitimité de leurs élections, c'est probablement la plus grande atteinte commise à la démocratie américaine depuis qu'elle existe. Oui. Aucune entreprise de propagande n'a réussi ce coup terrible porté à la démocratie américaine, qui est de faire douter des gens qui sont fondamentalement américains. On n'est pas en train de parler, vous voyez, comment vous dire, d'agents ennemis. Bien. Et là, le législateur américain s'est rendu compte que Zuckerberg et Dorsey avaient le pouvoir de faire sauter la démocratie américaine. Donc, je dirais, ils s'en prennent à eux aujourd'hui, enfin. Dans le livre que vous venez de publier, qui est une fiction, un roman, en réalité, c'est presque un documentaire fictionnalisé ou documentarisé, parce que quand on lit ça, on s'aperçoit que vous avez forcément trempé ou vous êtes énormément renseigné dans le milieu des hackers, les bons et les mauvais, et que au fond, ce que vous mettez en avant, c'est un à-propos politique de ces grands fauves qui, au fond, collectent la richesse. Et puis, quand on a la richesse, puis que l'on a le réseau qui permet de parler à, en gros, 1,7 milliard de citoyens pour l'un et au moins plusieurs centaines de millions pour l'autre, est-ce que vous suspectez un à-propos politique derrière tout ça? C'est-à-dire, est-ce que ces gens, après s'être enrichis, après avoir une façon de pouvoir diriger le comportement des citoyens, est-ce que vous pensez que ces gens ont un à-propos politique au sens où les hippies de la fin des années 70 en Californie voulaient réformer le monde? Le roman d'Éric Vuillard, le formidable roman d'Éric Vuillard qui raconte les 3 liens entre la volonté et les moyens, la volonté des industriels allemands et les moyens donnés à Hitler et la mise en place d'Hitler et du régime fasciste en Allemagne dans les années 30. Vous parlez de la réunion des 27 ou 28 à Oui. Wannsee sous l'autorité de Göring, si ma mémoire est bonne, où il y avait toutes les grandes marques allemandes. Exactement. Et je pense que la façon dont Vuillard raconte cela est absolument magistral et formidablement bien fait. Et surtout, son livre est d'une modernité absolument magistrale, car quelque part, il raconte ce qui est en train de se passer justement aujourd'hui entre ces fauves et les pouvoirs politiques. La différence quand même, si vous permettez, c'est que les pouvoirs politiques, dans l'œuvre de Vuillard, soumettent les pouvoirs industriels, Bayer, Opel et tous les autres, tandis que là, on a l'impression que la possibilité, c'est que les pouvoirs industriels peuvent soumettre le pouvoir politique. Oui, enfin, ils les soumettent, mais si les industriels allemands avaient fait front contre, vous voyez, ils ne les auraient pas soumis. Regardez l'exemple avec la Géorgie actuellement, l'exemple de Coca-Cola et de la MLB
les menaces de Mitch McConnell immédiates aux États-Unis m'ont fait immédiatement penser au livre de Vuillard. Qu'est-ce qui a évolué? Ce qui a évolué, c'est que, et ça c'est formidable, oui, qu'on peut aussi parler de bonnes nouvelles, ce qui a évolué, c'est que les industriels allemands se sont, entre guillemets, soumis, mais si vous voulez mon opinion, ont surtout favorisé ceux qui leur proposaient un marché, finalement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et aux États-Unis, lorsque le régime républicain, car aujourd'hui je me refuse d'appeler cela un parti, puisque ce n'est plus un parti politique, c'est un appareil de régime, lorsque le régime républicain fait voter des lois en Géorgie pour interdire l'accès au vote à une partie de la population dans le but de capter le pouvoir et de conserver le pouvoir, et pousse ce fameux gerrymandering à des niveaux jamais atteints et se sert de la Géorgie comme laboratoire pour immédiatement proposer dans 47 autres États 142 lois du même acabit, vous avez une réaction immédiate du géant Coca-Cola et de la Ligue de basketball, qui est de dire, et d'ailleurs de Apple, qui retire un tournage immédiatement, qui est de dire, nous, hop, on arrête. En Géorgie, si les politiques jouent ça, ils vont en payer. Ah, il y a Delta aussi. Et Delta, c'est très important, puisqu'on sait que le siège de Delta, enfin, le hub de Delta est à Atlanta. Et donc, il y a une implication, non pas politique, certains veulent la qualifier de politique. Mitch McConnell a tort d'ailleurs, mais bon, on ne l'appelle pas le Grim pour rien, dit les entreprises n'ont pas à se mêler de politique, et en même temps, il dit le lendemain, mais elles peuvent continuer à nous faire des donations, ce qui prouve le cynisme de cet homme me fascine, car il est vraiment sans limite, et l'hypocrisie de ceux qui le suivent aussi, d'ailleurs, mais bref. Et donc, vous avez quand même des chefs d'entreprise, des conseils d'administration qui disent, eh bien, écoutez, nous, on est témoins d'une véritable atteinte à la démocratie et donc à l'équilibre de notre pays par une petite poignée d'hommes politiques. Eh bien, nous qui avons aussi des moyens, nous allons, quoi qu'il nous en coûte, prendre des mesures pour être gardiens de cette démocratie. De l'autre côté, Facebook et Twitter font exactement le contraire. C'est-à-dire que Facebook et Twitter, ils sont assis à la table de Vuillard, si je puis dire. Voyez, ils sont assis à la table du régime et ils sont prêts à tout pour obtenir de l'argent. Donc, ils sont prêts à faire fi de tous les droits humains pour avoir des accès au marché, je dirais, au pays autoritaires. Ils sont prêts à servir les pouvoirs. Ils sont prêts à vendre les données dans des pays autoritaires au pouvoir sans se soucier de savoir si les populations feront l'objet de répression ou de sanctions. Ils sont prêts à vendre des données ou à partager des données en sachant pertinemment que ces données seront utilisées à des fins de micro-ciblage politique. Ils sont prêts à véhiculer de la haine, du racisme, de la xénophobie, de l'incitation au meurtre, même si, et si aujourd'hui, sur la base de ces propos, Facebook m'attaquait ou Twitter m'attaquait, leurs avocats plaideraient que dans les conditions d'utilisation de Facebook, tout montre que ces entreprises interdisent tout ce que je viens de dire. Mais la réalité, comme le prouvent de nombreux articles de presse, c'est que c'est interdit pour le PQS, mais en revanche, quand c'est dans les mains d'un homme de pouvoir qui peut donner à ces entreprises du pouvoir, eh bien, il n'y a aucune moralité chez ces grandes entreprises. Donc, voilà encore une des raisons pour lesquelles leur situation monopolistique devient très préoccupante pour l'avenir de nos démocraties. Pour terminer notre entretien, je voudrais savoir, votre point de vue étant celui d'un Européen et aussi d'une certaine manière d'un Américain immergé dans la société américaine. Oui, les deux, hein, vous êtes vraiment un homme transatlantique. Est-ce que vous attendez quelque chose des autorités politiques et quoi pour mettre un terme ou faire plier ces affaires de façon à ce que les libertés individuelles soient respectées, que les libertés commerciales soient respectées et que, je dirais, cet énorme faisceau de toile d'araignée qui consiste à agréger les données des gens puisse un jour, hélas, permettre de les commander. Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je n'attends qu'une seule chose, et cette chose-là me paraît être légitime et elle ne me semble pas exagérée. J'attends des pouvoirs politiques qu'ils imposent aux GAFA les mêmes lois
la même application des lois que celle imposée au reste de la société. Je ne vois pas ce qui justifierait, hormis la puissance et donc déjà le chantage, la pression qu'il exerce, je ne vois pas pourquoi les GAFA ne seraient pas soumis à 100% des lois auxquelles sont soumises les entreprises. Alors, je voudrais vous donner deux exemples qui sont très importants à mes yeux. Le grand mensonge de Zuckerberg a été de prétendre qu'il n'était ni éditeur ni diffuseur de contenu en inventant ce mot de plateforme qu'il exemptait de tout crime. Oui, c'est la fameuse loi de 96 avec la section 230 qui les exonère de toute responsabilité, contrairement à la presse, la radio ou la télévision. Voilà. Ça, c'est un mensonge et une aberration qui a permis tous les excès et tous les crimes commis par son entreprise. Je pourrais faire une métaphore facile, mais si je prends un avion et que je suis entre Paris et New York et que je décide de tirer un coup de fusil sur mon voisin, je ne suis ni entre guillemets en territoire français ni en territoire américain, mais j'ai quand même commis un crime et je dois quand même en payer les sanctions. Bien. Donc là, il faut arrêter très rapidement, enfin très vite, il faut que le pouvoir politique et la partie est complexe car ça n'est pas pour rien que l'Europe est quasiment la seule à avoir avancé en ce sens. Pourquoi? Parce que les démocraties européennes ont bien sûr compris très vite que Facebook et Twitter étaient des menaces, non pour tel ou tel parti, mais pour l'équilibre de la démocratie. Pour le mode de démocratie, lui-même. Oui. Voilà. Aux États-Unis, pendant les 4 années de la mandature de Trump, Trump voyait bien que les réseaux sociaux et Facebook et particulièrement Twitter le servaient. Et donc, il n'était pas question de… Bon. D'ailleurs, dès que sous une levée de bouclier, il y a eu des contre-feux qui se sont allumés sur ces réseaux sociaux, immédiatement, Trump a menacé de les fermer. Bon. Oui. Mais par parenthèse, si j'entends ce que vous dites, M. Lévy, pardon de vous interrompre, il faut aussi observer que l'administration Obama, pendant 8 ans, a été d'une extrême complaisance avec le monde du capitalisme numérique, sans compter que probablement ils en ont vécu dans les campagnes électorales, comme on le sait. Mais d'une extrême complaisance. Mais moi, je n'ai pas… Non, je dis ça parce que c'est tous les pouvoirs de ces dernières années. Mais je pense que l'administration, je vais vous dire, pour aller sur ce sujet, je pense que l'administration Obama est passée à côté de beaucoup de choses extrêmement importantes pour l'avenir de la société. Et les excès et les dérives des 4 années de Trump sont la conséquence directe des grandes erreurs commises par la… Je pense que dans l'administration Obama, il y a eu aussi une tendance à se trouver très beau et très intelligent et il n'y a pas de compte de ce qui se passait vraiment sur le terrain. Mais ça, c'est un autre… Et pour conclure, donc, une prise de conscience et, disons, une prise de responsabilité des gouvernants, c'est pourquoi on les élit d'ailleurs, de ce danger commencerait par quoi? S'attaquer au monopole, s'attaquer à d'autres choses assez rapidement pour qu'on puisse avoir une idée synthétique? Moi, je crois à la responsabilité pénale et commerciale des dirigeants. C'est la seule chose qui les fera bouger. Je l'explique et je le raconte dans le roman. L'amende infligée à Volkswagen au moment de l'affaire des logiciels truqués sur la pollution, l'amende a été annoncée comme une amende record pour Volkswagen. Une piqûre de moustique sur le cul d'un hippopotame, si vous me permettez l'expression, au regard des profits réalisés par Volkswagen, dont l'année suivante, d'ailleurs, le chiffre d'affaires ne cessait d'augmenter, etc. En revanche, la mise en prison des dirigeants, ne serait-ce que pour 2 mois ou 3 mois, en fait réfléchir beaucoup et à valeur d'avertissement et en fera réfléchir beaucoup. Aujourd'hui, une entreprise agroalimentaire ou une entreprise chimique qui pollue la planète de façon consciente, volontaire et répétée, qu'est-ce qui freine les dirigeants? Bien au-delà du risque financier.
le risque pénal. Et Bien c'est sûr. ça voilà. Et donc, tant que des Zuckerberg, des Dorsel et des Sheryl Sanders vivront dans leur palace et dans leur, vous voyez, dans leur citadelle de milliardaires, ce qui arrive au reste du monde, voilà, ça leur est égal. Le jour où leurs biens sont saisis, ou le jour où on vient les chercher chez eux et on les amène avec des menottes au poing dans une cellule, là, je peux vous assurer que Zuckerberg, s'il se sentait menacé de ça, il prendrait des mesures dès le lendemain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir, je crois, de quelque chose d'assez important. Parmi les entreprises toxiques, il y en a une qui est quand même remarquablement toxique, qui est l'entreprise de presse de la famille Murdoch. C'est une entreprise qui n'a eu de cesse que de déconstruire les démocraties depuis qu'elle existe, et la nocivité de Murdoch dans le monde est absolument extraordinaire. Le nombre de gens, la haine, le racisme, la xénophobie, bref, paradoxe, on a remis une médaille à Murdoch. Bref, ce qui est extraordinaire quand on y pense. Bref. Mais le comportement, les agissements de Fox aux États-Unis au cours des 4 dernières années, on n'est plus dans l'information, on est dans la propagande. Et il a fallu qu'une entreprise poursuive Lou Dobbs et la Fox en leur demandant 1,5 milliard pour que l'horrible Lou Dobbs finisse par prendre sa retraite forcée. Et comment vous dire, Tucker Carlson continue tous les jours de disperser sa haine à l'heure de grande écoute. Et vous voyez, le paradoxe des hypocrisies, c'est que Tucker Carlson, qui est ouvertement xénophobe, raciste, mais qui est vraiment un marchand de haine, un propagandiste de haine extraordinaire, a été il y a 1 ou 2 ans poursuivi en justice, encore une fois, pour de la désinformation. Et le juge l'a acquitté sur la base du plaidoyer des avocats de la Fox qui disaient « mais personne ne peut prendre au sérieux Tucker Carlson ». On parle quand même du présentateur vedette de la chaîne. Bon. Donc c'est la même hypocrisie que celle de Zuckerberg quand il dit « mais non, nous ne sommes pas des éditeurs ni des diffuseurs de contenu ». Mais je terminerai là-dessus en vous disant l'Europe, à part l'Angleterre, est protégée je dirais, de la nuisance de Fox et de Murdoch. Murdoch a été condamné en Angleterre après l'affaire des écoutes, que je vous rappellerai peut-être, je pense qu'on a déjà pris beaucoup de temps. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de Murdoch en France, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas. Murdoch disait « quand je vais à Downing Street, ils font ce que je leur dis. Oui. Quand je vais au Parlement européen, on m'écoute d'une oreille distante. » Et donc, c'est là que… C'est une bonne nouvelle, si je peux me permettre. Mais oui, et c'est là que je dis que les démocraties ont ce pouvoir de rappeler aux fauves, quelle que soit leur puissance, que ce sont les élus qui ont été élus. Et pas… Bon, merci. Oui, je vous en prie, terminez. Voilà. Non, voilà. Je vous remercie d'abord de votre courage d'expression. Je veux dire que si nous nous sommes tournés vers vous, nous, l'Institut IDF-RISE, c'est-à-dire l'Institut des droits fondamentaux numériques, c'est bien parce que nous avons le souci de l'ébranlement de la démocratie à travers les différentes choses que vous-même vous venez d'évoquer. Et votre témoignage a une valeur bien particulière parce que, si vous me permettez, je voudrais rappeler que vous êtes l'enfant d'une famille qui a été persécutée en Europe par les nazis. Je crois que votre père, d'ailleurs, était dans le dernier train qui a emmené des Juifs et quelques autres, d'ailleurs, malheureux communistes, francs-maçons ou roms qui étaient dans ce train, et que votre parole sur la vigilance sur la démocratie et les valeurs européennes qui ont permis de construire quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'Union ont évidemment beaucoup de poids, et c'est pour ça que je vous en remercie infiniment. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, au revoir.